Bienvenue sur Touche pas à mon YouTube. Excellente nouvelle, magnifique. J'ai pleuré, mon Dieu, putain. Boualem Sansal est libre. Les Français sortent dans la rue à Walp, fêtant ça. Oh oui, tout le monde s'embrasse sur la bouche, c'est magnifique. Boualem Sansal est libre. L'économie va aller mieux, bien évidemment. Plus de pédos, plus de criminels, plus d'OQTF, plus de délinquants, mais ça va être magnifique. Plus d'attente dans les hôpitaux, les urgences, le problème des urgences va être réglé, bien évidemment. La dette de la France va disparaître. Oh merci Boualem Sansal. Le quotidien des Français sera changé à jamais. Sachez-le. On a patienté, on a tenu bon, et avec la libération de Boualem Sansal, oui, toi qui me regardes, ta vie va changer. Oui, toi qui avais des problèmes à avoir un enfant, tu auras un enfant grâce à la main de Boualem Sansal. Bien évidemment, toi qui as un cancer, à ton avis, qui va te soigner? Donc, plus sérieusement, on apprend la libération de Boualem Sansal par l'action de l'Allemagne avec l'Algérie et de l'action de Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur français, et du Premier ministre qui se sont exprimés posément avec l'Algérie. On va vous expliquer pourquoi Boualem Sansal a été libéré, vous verrez, et c'est une humiliation pour toute la clique de gens qui voulaient faire le bras de fer avec l'Algérie et rien vu, hein. Par exemple avec Boualem Sansal, vous avez juste vu le bras de fer de Retailleau et de Marine Le Pen et toute la clique, de toute la France, voilà, et vous avez vu que ça n'a pas marché. Par contre, l'Algérie s'est toujours dit ouverte à libérer Boualem Sansal. Tous les Algériens, pour vous le confirmer, tous les Algériens n'attendaient que la libération de Boualem Sansal. Mais, en échange d'un plus gros poisson. Vous voyez ce que je veux dire? Boualem Sansal, c'est un ignoble personnage, bon, il a été condamné, etc., bon, voilà. Mais, disons que si vous voulez sa libération, qu'en France il représente quelque chose d'important, je pense que d'anciens ministres algériens dont personne ne connaît en France, qui en Algérie, tout le monde les connaît, qui ont volé beaucoup d'argent, qui eux ont été condamnés à la prison à perpétuité, qui ont pris des 20 ans de prison perpétuité, qui font vraiment du mal à l'Algérie. Disons que les Algériens, Boualem Sansal, ils connaissent même pas, les Algériens, Boualem Sansal, connais pas, moi, ils pensent que c'est le clochard du coin, quoi, vraiment. Donc ils s'en fichent. Ça a une importance pour la France, symboliquement, parce qu'elle s'est donnée une importance à un blédard qui vient d'être français il y a 6 mois. En soi, il représente rien pour la France. Donc, je rappelle qu'il y a 2500 Français enfermés à l'étranger, mais ça qui est, les pauvres, ils ont rien, eux. Donc l'Algérie a très certainement discuté avec la France, c'est-à-dire, vous nous envoyez tel personnage, et nous, en échange, on passe Boualem Sansal. Il mérite sa peine. Mais les autres qui ont réussi à fuir de l'Algérie méritent encore plus leur peine, et on préfère, vous voyez ce que je veux dire? Non, je précise. Ensuite, on a un truc hyper drôle, on a l'extrême droite, Marine Le Pen, qui vient et qui dit, ouais, Boualem Sansal, il a été libéré parce qu'on a fait un bras de fer avec l'Algérie. Qu'ils ont perdu. Elle a dit, c'est grâce à ça qu'il a été libéré. Mais, il y a quelques jours, d'ailleurs, j'ai même pas encore diffusé la vidéo, c'est vous dire à quel point. C'est-à-dire que même Bardella, j'avais fait une vidéo que j'ai pas encore diffusée, qui disait, on n'a même pas commencé le bras de fer, on a juste parlé, on a juste blablaté. C'est qui a dit ça? C'est Marine Le Pen qui a dit ça, c'est Retailleau. Bruno Retailleau, il a dit, on a fait que de parler. Mec, t'étais au pouvoir, t'as rien fait. T'as fait que de parler, t'as fait que de blablater. Donc, ils nous disent d'un côté, on n'a pas fait de bras de fer, on n'a pas fait de sanctions, on a été hyper light, et maintenant qu'il est libéré, non, c'est grâce à moi, parce que j'ai serré la vis. Arrête, vous contredisez, vous, bande de crapules. Quand de Plume, journaliste, écrivain, est en prison, c'est insupportable. Mais pourquoi? Pourquoi c'est insupportable? Monsieur l'écolo, Alexis Corbière, pourquoi c'est insupportable? Explique-moi, j'arrive pas à comprendre, je fais de l'analyse, j'ai tout le temps raison, j'ai toujours eu raison dans mes vidéos bien avant tout le monde, ce qui m'a attiré beaucoup de problèmes. Même du côté des patriotes, on m'a critiqué parce que j'avais un temps d'avance sur les faux patriotes. Même les Algériens m'ont tous craché à la gueule quand j'ai critiqué, par exemple, Rima Hassan qui faisait de la récup, etc. Mais après, ça s'est révélé vrai. J'aimerais savoir pourquoi un écrivain peut pas aller en tôle. Et c'est pas des blagues, hein. On a comment il s'appelle là, Polanski qui a bip une fille de 13 ans, qui l'a drogué, qui l'a bip. Il devait se faire arrêter aux États-Unis pour la perpétuité. Il a fui en France et il est libre. Putain, pourquoi il peut pas être en tôle un écrivain? Qu'est-ce qu'il fait comme quoi qu'il soit privilégié comparé à un Français? Regardez cette information, un homme au RSA, c'est-à-dire qu'il a pas d'argent, il est voilà, a tenté de dérober une bouteille de Yop, miskin, il a voulu boire un yaourt, du yaourt, il avait pas d'argent, miskin, il a volé effectivement un truc pour se nourrir, un Yop. Dans n'importe quel autre pays au monde, quelqu'un qui vole un truc alimentaire comme ça, ils disent quoi? Allez, barre-toi, tiens, je te le paye, casse-toi. Il a été condamné à 2 mois de prison ferme.
Pourquoi quelqu'un au RSA qui vole un yaourt, il va 2 mois ferme, ça pose aucun problème. Par contre, des écrivains qui bêtent des enfants qui font des trucs de dingue, eux, y a rien. Expliquez-moi. Putain, ça me brise les noisettes. On part d'une affaire qui, sur le papier, semblait presque simple. Un dossier consulaire, oui. Voilà, un dossier consulaire. L'écrivain Boualem Sansal, arrêté, détenu à Alger. On se dit que bon, ça va se régler en coulisses, dans le secret des chancelleries. Et pourtant, en quelques jours, c'est devenu tout autre chose. Une véritable déflagration politique. Paris qui s'agite, Alger qui se tait, et au milieu, tout le monde s'observe. C'est bien plus qu'une déflagration. Pour moi, c'est un symptôme. Un symptôme de quoi? D'une reconfiguration beaucoup plus profonde des rapports de force en Méditerranée. Parce que derrière le sort de cet homme, on a vu s'exposer une lutte d'influence, des calculs stratégiques. Et des rancœurs historiques, j'imagine. Évidemment, Paris a fait énormément de bruit, Berlin a avancé ses pions dans l'ombre, et Alger a regardé le spectacle imperturbable. C'est exactement ça. Et c'est là que se trouve le cœur de l'analyse, je pense. On a l'impression que l'Algérie, en choisissant l'arme du silence et de la maîtrise du temps, a complètement redessiné la partie. Absolument. Elle a laissé ses interlocuteurs face à leurs propres contradictions. C'est une leçon de diplomatie, à bien des égards. Alors, commençons par le plus visible, le plus bruyant, la gestion de crise côté français. Franchement, de l'extérieur, ça ressemblait à une cacophonie. C'est le moins qu'on puisse dire. On est passé de déclarations officielles très prudentes, du genre « nous n'exerçons aucune pression », à des affirmations triomphantes sur les plateaux télé « si les livres, c'est grâce à nous ». On a tout entendu. Cette incohérence, c'est pas le signe d'une diplomatie qui a un peu perdu sa boussole? C'est le signe d'une diplomatie qui répond d'abord à des impératifs de politique intérieure. Avant la stratégie. Voilà. C'est ce que j'appelle la stratégie du bruit. On chauffe à blanc l'opinion publique, on multiplie les tribunes, les déclarations enflammées. On veut montrer qu'on agit. Mais on pourrait penser que mettre la pression publiquement, c'est une démonstration de force, non? C'est tout le contraire. En diplomatie, surtout avec un partenaire comme l'Algérie, qui a fait de la non-ingérence un dogme, c'est la pire méthode qui soit. C'est contre-productif. Ça expose une faiblesse, en fait. Exactement. Ça montre qu'on n'a plus les canaux discrets et efficaces pour régler ses affaires loin des caméras. La France est arrivée avec beaucoup d'élan médiatique et Alger s'est contenté de faire un pas de côté. Pour la laisser s'épuiser toute seule dans sa propre agitation. C'est ça. Et pendant ce temps, à Alger, silence radio. Un silence presque assourdissant. Pas une déclaration, pas une fuite dans la presse. Rien. Mais ce silence, ce n'est pas de la passivité. C'est une arme. C'est une arme. Oui. C'est l'arme principale. C'est la froideur clinique d'un État qui contrôle son narratif et son calendrier. Il n'y a pas de théâtre. Il y a une position. Et cette position, ils l'ont communiquée. Mais pas devant les caméras. Surtout pas. Loin des micros, le message était d'une clarté redoutable. En substance, c'était « Vous vous inquiétez pour Monsieur Sansal ? Très bien. Parlons de justice. Nous, on s'inquiète pour les grands fugitifs qui ont pillé le pays et qui ont trouvé refuge en France. » Ah oui, là, c'est un renversement complet de la situation. Complètement. Le rapport de force est immédiatement redéfini. On passe d'une affaire symbolique à une question de souveraineté et de justice. À ce moment-là, le bruit parisien devient inaudible. Le jeu a changé. Et la partie se termine par un coup de théâtre. La libération est finalement obtenue. Oui. Mais pas par la France, par le président allemand. Franchement, c'est une claque diplomatique monumentale pour Paris. Monumentale, oui. Comment c'est possible? On pense toujours à la relation France-Algérie comme étant la plus centrale. Pourquoi l'Allemagne, qu'on imagine plus distante, aurait plus de poids? C'est une excellente question, parce qu'elle nous force à regarder au-delà de l'actualité et à comprendre qu'il y a une mémoire longue dans la diplomatie algérienne. C'est-à-dire? L'Allemagne n'a pas joué le même jeu que la France. Elle a utilisé les voies discrètes, les émissaires secrets, une confiance qui a été bâtie sur des décennies. Et cette confiance, elle s'ancre dans une histoire que beaucoup de gens en France ignorent. Une histoire qui remonte à loin, hein, j'imagine. Très loin. Il faut se souvenir que pendant la guerre d'indépendance, l'Allemagne de l'Ouest était une base arrière essentielle pour le FLN. Ah oui, facile. Absolument. Des responsables y étaient hébergés, une radio du FLN y émettait. Et ce qui est fou, c'est que les services français de l'époque, via la fameuse main rouge, menaient des opérations secrètes, on parle d'assassinat, sur le sol allemand pour stopper ce soutien. D'accord pour l'histoire. Mais une dette vieille de plus de 60 ans, ça suffit vraiment pour débloquer une crise aussi tendue? Le mot dette est peut-être trop simple, vous avez raison. Il faut y ajouter un élément beaucoup plus pragmatique et très allemand, la fiabilité.
La fiabilité. Oui. L'Algérie est réputée dans les milieux d'affaires pour son respect scrupuleux des contrats. Quand un accord est signé, même en période de tension, il va jusqu'au bout. Cette prévisibilité, c'est de l'or pour les Allemands. Donc l'intervention de Berlin, ce n'est pas une fleur, c'est un acte logique pour préserver une relation stratégique. Une relation qui est de plus en plus économique d'ailleurs. Évidemment, ce n'est pas un hasard si, quelques semaines avant, une importante délégation d'industriels algériens était en Allemagne. L'Allemagne voit l'Algérie comme un partenaire énergétique crucial, et pour Berlin, c'est aussi une façon de réaffirmer sa présence en Afrique du Nord. En profitant d'un certain effacement français. Très clairement. Il y a un proverbe africain qui dit « Lorsque le lion est malade, même les antilopes viennent bruter devant sa grotte ». La France n'est pas morte, mais elle apparaît affaiblie, et tout le monde tente de prendre sa place. C'est exactement ça. On voit les Italiens, les Russes, les Américains, et donc les Allemands qui avancent leurs pions. C'est un coup double pour Berlin. Un jeu à plusieurs bandes. Mais revenons à l'homme au centre de tout ça. Le profil de Boualem Sansal lui-même, ce n'est pas un détail, c'est peut-être même la clé de toute l'affaire, non? C'est la dimension essentielle, c'est ça qui fait basculer le dossier. Ces prises de position? Oui, ces prises de position très assumées et très favorables à Israël touchent à une ligne rouge absolue pour l'État algérien. Il faut comprendre que l'Algérie, c'est un des rares pays au monde qui ne reconnaît même pas l'existence de l'État hébreu. La question palestinienne est une cause nationale. Une cause sacrée. Donc, quand un citoyen, qui plus est une personnalité publique, adopte des positions vues comme contraires à ce principe, l'affaire sort immédiatement du champ diplomatique. Elle touche à la sécurité nationale. Ce qui rend la suite encore plus paradoxale. Parce que si on comprend cette sensibilité, comment expliquer le « deux poids, deux mesures » ? C'est-à-dire ? On assiste à une campagne médiatique et politique d'une intensité folle en France pour Boualem Sansal. Et au même moment, silence quasi total sur le cas d'un autre Français, le journaliste Christian Glaizé, condamné à 7 ans de prison ferme en Algérie. C'est le point qui révèle l'instrumentalisation. Ah. Le fait qu'on se focalise sur un cas et qu'on ignore complètement l'autre, ça suggère que la libération de Sangel n'était pas le seul objectif. Pour certains, le but était peut-être d'envenimer les relations franco-algériennes. Et le cas Sangel était l'outil parfait. Et le fait que ce soit l'Allemagne qui obtienne sa libération, ça ajoute une autre couche. Une couche décisive. N'oublions pas que l'Allemagne, contrairement à la France, n'a jamais reconnu l'État de Palestine. En laissant Berlin réussir là où Paris a échoué, Alger envoie un message incroyablement sophistiqué. C'est une manière de punir Paris et de récompenser Berlin. C'est ça. On punit l'agitation parisienne et on récompense la position peut-être plus alignée de Berlin. Ce n'était pas juste une affaire d'écrivain, c'était un signal. Au final, quand on prend du recul, au-delà du vacarme médiatique, l'image qui reste est assez saisissante. Celle d'un acteur, l'Algérie, qui a gagné la partie, mais pas par la force. Non, par la patience, le calcul et une maîtrise parfaite du temps diplomatique. C'est un message envoyé à toutes les anciennes puissances. Dans cette Méditerranée en pleine ébullition, aucune décision majeure ne se prendra plus sans Alger ou contre Alger. La diplomatie du verbe « haut », On en est à ses limites. exactement. L'Algérie s'est positionnée comme l'état pivot de la région. Ce qui laisse une pensée pour la suite. Maintenant que les projecteurs se sont éteints, une question demeure. Dans ce nouveau jeu de pouvoir où le silence s'avère plus puissant que le bruit, qui demain saura vraiment écouter les signaux faibles avant la prochaine déflagration ? Alors, aujourd'hui, on se penche sur un incident diplomatique assez complexe, mais qui est vraiment révélateur. Révélateur des dynamiques de pouvoir qui sont en train de bouger sur la scène mondiale. Tout commence avec une nouvelle qui, à première vue, semble simple. La libération de l'écrivain Boualem Sansal. Les médias s'en emparent, mais voilà. L'histoire qui se cache derrière, c'est une toute autre affaire. C'est une vraie leçon de diplomatie moderne, et ça pose une question fascinante. Pour vraiment dénouer cette énigme, il faut s'intéresser aux 3 acteurs clés de cette histoire. D'un côté, on a la France, qui a mené une campagne très publique. De l'autre, l'Allemagne, qui, elle, a agi dans le plus grand silence. Et au centre du jeu, l'Algérie, la nation qui, en réalité, tenait toutes les cartes en main. Voilà, donc les protagonistes, on a l'impression de savoir qui fait quoi, mais on va voir que les rôles sont bien plus complexes qu'il n'y paraît. Et c'est là que ça devient particulièrement intéressant. On observe 2 stratégies radicalement opposées, celles des 2 grandes puissances européennes. C'est vraiment le cœur du sujet.
D'un côté, la France a joué la carte de la pression publique, de l'agitation médiatique, du bruit. De l'autre, l'Allemagne a choisi une approche totalement différente. Le silence, la discipline, la négociation en coulisses. Et comme on le verra, cette deuxième tactique s'est avérée, beaucoup plus efficace. Il y a une phrase qui résume parfaitement la situation. Là où la France cherchait le bruit, l'Algérie avait choisi la maîtrise. C'est exactement ça. L'Algérie n'avait que faire de la tempête médiatique. Ce qui l'intéressait, c'était de garder le contrôle total du résultat. Parce qu'au fond, il ne s'agissait pas seulement d'un bras de fer entre la France et l'Allemagne, non. L'acteur décisif, le véritable maître du jeu, c'était bien l'Algérie qui a manœuvré avec une habileté remarquable pour tourner la situation à son propre avantage. L'Algérie a agi avec la précision froide et calculée d'un État souverain. Elle a rappelé à tout le monde d'une chose essentielle. Sa diplomatie est réputée pour sa fermeté, son intransigeance, pas vraiment pour sa souplesse. Et comment a-t-elle fait ça ? Au lieu de se contenter de parler du cas Sansal, l'Algérie a complètement changé les règles du jeu. Elle a mis un tout autre dossier sur la table, sa demande d'extradition de responsables corrompus qui avaient trouvé refuge à l'étranger. En liant ces deux affaires, l'Algérie a envoyé un message très clair. Elle était la seule à maîtriser le calendrier diplomatique. En d'autres termes, si négociation il y a, elle se fera aux conditions d'Alger, et pas autrement. Alors, ça nous amène à une autre question. Pourquoi l'Allemagne a-t-elle réussi là où la France a échoué ? La réponse, en fait, ne se trouve pas dans l'actualité immédiate, mais dans l'histoire. Une histoire profonde et partagée. C'est une relation qui ne date pas d'hier. Elle s'est construite sur des décennies de soutien mutuel dès la guerre d'indépendance. Et ça crée un capital confiance énorme. Un capital que la France, de par son histoire d'ancienne puissance coloniale, ne possédait tout simplement pas. C'est ce socle historique, cette confiance, qui a donné à l'Allemagne un levier et une crédibilité incroyable pour négocier. C'est ce qui a fait toute la différence face aux exigences publiques et bruyantes de la France, qui, elles, sont tombées à plat. Au final, cet incident est bien plus qu'une simple affaire consulaire. Il faut le voir comme un signal très clair d'un rééquilibrage des forces en Méditerranée. Il ne s'agissait pas seulement de la liberté d'un homme, c'était un test, une affirmation de puissance et un indicateur très net de l'influence grandissante de l'Algérie comme acteur régional incontournable. Le bilan est donc limpide pour chacune des nations. Pour la France, c'est une leçon assez embarrassante sur son influence en déclin. Pour l'Allemagne, une victoire discrète mais stratégique. Et pour l'Algérie, une affirmation puissante de sa souveraineté absolue. Les leçons à tirer de cette affaire Sansal sont donc cruciales. Elles nous montrent qu'une nouvelle carte géopolitique est littéralement en train de se dessiner sous nos yeux. Et finalement, toute cette histoire nous laisse avec une question fondamentale sur la nature même du pouvoir aujourd'hui. Qui détient vraiment le pouvoir ? La nation qui crie le plus fort ou bien celle qui sait jouer le jeu sur le long terme ? Je viens à l'instant de m'entretenir avec le président Steinmeier au téléphone pour lui exprimer ma profonde gratitude pour les bons offices de l'Allemagne et notre coopération fructueuse depuis plusieurs mois sur le dossier de la libération de notre compatriote Boualem Sansal. Nous avons travaillé en transparence avec nos amis allemands comme tiers de confiance et je remercie sincèrement le président Steinmeier de s'être rendu disponible. Notre souci a toujours été d'être efficace pour permettre la libération de M. Sansal un peu plus d'1 an après son emprisonnement en Algérie. Et la médiation allemande y a contribué de manière décisive. C'est le fruit d'efforts constants de la France et d'une méthode faite de respect, de calme et d'exigence. Je prends acte de ce geste d'humanité du président Tebboune et l'en remercie. Je reste évidemment disponible pour échanger avec lui sur l'ensemble des sujets d'intérêt pour nos deux pays et nous pensons aussi à notre compatriote Christophe Glaise.